On se retrouve pour un nouvel épisode podcast avec Magali Breton. Bonjour Magali. Bonjour Gérard, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors Magali, je vous disais avant l'enregistrement de cet épisode que je ne vous connaissais pas vraiment. J'ai eu un petit coup de cœur, on va dire poétique et amical pour vous lors d'une espèce de scène ouverte dans un café parisien. J'ai beaucoup aimé ce que vous aviez écrit et ce que vous aviez lu ce jour-là. Merci beaucoup. Et je me suis dit que vous feriez une magnifique invité pour le podcast Le Bonheur c'est les autres, mais encore une fois je ne vous connais pas, donc je vais vous découvrir en même temps que les auditeurs. Comment vous vous présenteriez en quelques mots, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie avant d'être poétesse, puisque c'est ça qui m'a fait vous rencontrer. Alors j'ai tout un chemin en tant qu'artiste amateur, on va dire, puisque très jeune j'ai évolué dans une famille où on écoutait de la musique, et cette musique petit à petit a pris beaucoup d'espace dans ma vie. Je me suis inscrite au conservatoire d'abord pour découvrir ce qu'est aussi le chant lyrique et pouvoir faire mes armes un petit peu en matière de connaissances, de théorie musicale aussi. Et puis parallèlement, je suis venue à la chanson très vite. J'ai toujours adoré chanter. Et petite, on me mettait sur la table, on montait la clé dans le dos de la petite Magali. Pardon. Et Magali était censée animer, chanter, et je me faisais pas prier. C'est vrai que j'ai toujours adoré ça. Et au conservatoire, à un moment donné, on m'a dit il faut choisir entre le chant lyrique et le chant de variété parce que vous allez vous abîmer la voix. Je n'ai jamais voulu renoncer à chanter tout le répertoire français, vraiment extrêmement diversifié. Et je me suis aussi rapprochée d'un orchestre et j'ai animé des thés dansants, donc chanteuse. Alors je tournais les pages et moi, ma réjouissance, c'était que les gens s'amusent, dansent sous mes yeux comme ça, et on passait des après-midi absolument extraordinaires avec cet orchestre. Et puis à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas écrire mes propres chansons, et j'y suis venue tout doucement. J'ai croisé un musicien qui s'appelle Patrick Carmier, qui est pianiste, et finalement une chanson, c'est souvent un poème mis en musique aussi. Et au moment de cette fameuse crise sanitaire, c'est pas très original, mais je me suis dit tiens, j'ai plus de temps, j'ai regardé mon jardin, j'ai découvert des choses que je n'avais pas eu le temps d'observer jusque-là, et j'ai vraiment voulu écrire de la poésie. Mais la musique est toujours omniprésente avec Patrick Carmier, donc qui compose des mélodies, donc soit je déclame mes poèmes sur cette musique, soit je chante mes poèmes avec beaucoup de bonheur. Alors le mot bonheur m'inspire énormément. Je pense être une personne très positive, enthousiaste, qui traverse les épreuves en voyant toujours le petit rayon de soleil qu'il a quelque part à aller regarder, qui réchauffe un peu le cœur. Voilà. On va y venir, mais c'est amusant parce qu'effectivement moi aussi j'ai fait ce chemin, mais plus récemment que vous, de la poésie vers la chanson, parce que je suis devenu aussi parolier de chansons. Et effectivement il y a plus que des ponts, entre la poésie et la chanson. En tout cas la chanson française, la chanson en texte. Je ne parle pas de la chanson internationale auquel j'imagine comme moi vous ne vous essayez pas, enfin je crois pas. Alors j'ai un accent anglais déplorable, donc je n'oserais pas offenser la langue anglaise. Il y en a des chanteurs qui ont un accent déplorable, mais ça les gêne pas pour autant. J'ai jamais écouté. Ouais. Freddie Mercury par exemple est une de mes idoles. De vos inspirations. Mais c'est vrai qu'il avait aussi un côté lyrique dans plusieurs de ses chansons. Mais alors au-delà de ça, donc en fait on va y venir à votre vision du bonheur et de la vie, etc. Mais au-delà de ça, donc vous êtes né dans quel contexte, dans quel endroit, et aujourd'hui vous êtes maman, vous n'êtes pas maman, vous avez, enfin voilà, c'est quoi votre univers familial, si j'ose dire? Alors mon univers familial est un cocon pour moi qui compte énormément. J'ai grandi dans une famille extrêmement modeste, mais avec énormément d'amour, ce qui fait peut-être aussi cet épanouissement qui est le mien aujourd'hui. Je vois toujours ce côté positif. Et j'ai construit une famille. J'étais assez jeune. J'ai eu 3 enfants. Donc 3 merveilleux enfants, une grande fille qui habite à Tours, qui s'appelle Belinda, un garçon qui s'appelle Rémi, qui est pianiste amateur aussi, et ma fille Belinda aussi a fait beaucoup de théâtre, et mon dernier, Valentin, qui a 25 ans et qui termine ses études, lui plutôt informatique, très logique. Voilà. Vous avez plus qu'un point commun avec moi, c'est incroyable. Les 3 enfants, pour moi, ma joie, c'est de les voir épanouis et adultes, responsables, avec des valeurs, voilà. Et vous avez toujours été en région parisienne, ou vous avez parce que là vous êtes en grande région parisienne, vous êtes oui, en Seine-et-Marne, mais sinon vous avez toujours vécu en région parisienne, ou vous étiez en province avec une petite
petite escapade avec mes parents pour leur métier dans les Pyrénées-Orientales pendant 3 ans, mais qui ont marqué ma vie parce que les Catalans, déjà il faut s'insérer dans une culture catalane. Vraiment, j'habitais à Amélie-les-Bains, donc c'est vraiment la Catalogne. Très proche de l'Espagne, ça m'a apporté de m'adapter, voilà, d'avoir la capacité à m'adapter, à observer les gens, leur culture. Et ce qui m'anime beaucoup aujourd'hui, c'est la découverte des autres cultures. Je pense que ça vient aussi un petit peu de ça. Et ça a été très difficile de revenir en région parisienne. Déjà, il y a moins de soleil, mais j'avais l'intention de rester vivre dans les Pyrénées-Orientales. Et puis, c'est mes parents que j'ai dû suivre, tout simplement. Donc, Et au-delà de votre aspect créatif et de tout ce que vous faites en termes de création de textes, de chansons, etc., est-ce que vous avez un métier par ailleurs ou... Oui, alors... C'est amusant parce que finalement, mon métier a occupé aussi beaucoup d'heures puisque j'ai travaillé pour la fonction publique. Alors, on peut se dire c'est très carré, très cartésien, très juridique. Mais en fait, très vite, je suis allée vers le côté humain, c'est-à-dire le management des équipes, des personnes. Et donc, j'étais DRH, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était pas du tout de faire la paye, la gestion, tout ça, pour moi, c'était atroce, donc je déléguais ça le plus possible. C'était de voir comment les gens sont heureux au travail. Vraiment, c'est ce qui m'animait. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai décidé de quitter la fonction publique. On m'a dit, mais tu es folle, de quitter la fonction publique pour créer une petite entreprise, pour être coach et aller vers des équipes en souffrance pour les aider à retrouver de la motivation. Et ça, c'est ce côté-là, l'humain, que ce soit dans sa vie personnelle ou au travail, je pense qu'on a droit à exiger un minimum de bien-être au travail, et ça c'est quelque chose que je continue à faire encore, mais de moins en moins puisque la poésie devient quelque chose qui m'occupe présente beaucoup. Vous êtes encore plus une invitée idéale pour Le Bonheur c'est les autres, puisqu'au-delà du bonheur que vous apportez par vos poèmes et vos chansons, vous avez professionnellement voulu donner du bonheur aux gens, en tout cas dans le cadre du travail. Donc je me félicite d'autant plus de vous avoir invité dans Le Bonheur c'est les autres. D'ailleurs, j'offre mon recueil à chaque fois que j'achève un coaching. J'offre mon recueil à la personne que j'ai accompagnée. Voilà. J'espère que vous allez m'offrir votre recueil à la fin de l'épisode. C'est prévu. Alors si je vous demande, Magali, c'est quoi? Vous m'avez dit que c'était très important, votre famille, et aussi avec vos parents, votre vie avec vos parents, etc., que ce soit en région parisienne ou dans les Pyrénées-Orientales. Si je vous demande un souvenir de votre enfance, un souvenir heureux de votre enfance, vous me diriez lequel? Tout de suite. Je suis dans les bras de ma grand-mère, au moins un soir par semaine, pour regarder au théâtre ce soir. Ça donne une petite idée de mon âge, j'ai pas 20 ans. C'était le vendredi soir. C'était le vendredi soir. Le vendredi soir. Produit et réalisé par Pierre Sabag. Exactement. Et puis, c'est Jacqueline Maillan. Alors, j'ai fait un peu de théâtre aussi. J'adore la scène. Donc, on en reparlera peut-être. Et c'est me lever dans les bras de ma grand-mère avec une petite glace. Un petit dessert sympa. Et ça, c'est la Madeleine de Proust. Vraiment. Et la grand-mère maternelle, donc, qui vous chouchoutait, qui est dans les bras de laquelle vous vous leviez. Qui était concierge dans Paris et qui m'a appris à me diriger dans le métro, qui m'a emmené écouter des opérettes, qui avait une amie qui travaillait chez Philips, donc allait acheter des disques. Et les premiers disques que j'ai eus, c'était ma grand-mère qui me les a offerts. Voilà. Si je vous demande un livre, un film, une pièce de théâtre, un auteur, peut-être une chanson, quelque chose qui vous a accompagné toute votre vie, un moment dans votre vie qui a été indélébile, vous me diriez quoi? Alors, je vais peut-être parler d'un livre avec lequel j'ai vraiment pris une claque quand on parle d'humanisme, de générosité, d'altruisme. C'est La vie devant soi de Romain Gary. Je l'ai lu, quel âge je pouvais avoir, peu importe. Ces personnages de Momo et de Madame Rosa, qui sont tous les deux paumés, qui ont des histoires douloureuses et qui se soutiennent mutuellement. Franchement, ça m'a arraché les larmes. J'ai trouvé ça
ça d'une splendeur, d'humanité. Donc ça, c'est vraiment un livre. Et alors récemment, j'ai été sollicitée par un réseau que j'ai intégré qui s'appelle Réseau des auteurs, Rencontre des auteurs francophones, exactement. Et donc, ils éditent des ouvrages collaboratifs, dont un récemment qui a été publié autour de l'œuvre de Romain Gary. Donc j'ai écrit 2 poèmes, un en hommage à Momo et un en hommage à Madame Rosa dans cet ouvrage. J'ai la chance d'être édité maintenant régulièrement dans les ouvrages de Rencontre des auteurs francophones. On a continué la discussion, je vous ai demandé votre souvenir d'enfance, je vous ai demandé votre livre ou votre film, etc. Vous m'avez dit Romain Gary, magnifique. Et je m'aperçois que je vous ai pas posé la question sur le bonheur. La définition que vous donnez au bonheur. Quelle définition vous donnez au bonheur, Magali ? Le bonheur pour moi est forcément corrélé au bonheur des autres. Je n'imagine pas pouvoir être heureuse sans constater que mon époux, dont je vais parler un petit peu quand même, mon époux, mes enfants, ma mère, toute ma famille, déjà mes proches vont bien, mais aussi la famille que je me suis choisie, c'est-à-dire mes amis. J'ai un même groupe d'amis, il paraît que c'est très rare, que j'ai connu au lycée. Nous sommes comme des frères et sœurs, ça fait 40 ans qu'on se connaît. Voilà. Et nous partageons des moments. Donc c'est d'abord la joie des autres, le bonheur des autres. Si un est en difficulté, tout de suite il va falloir reconstruire du bonheur pour l'aider à franchir ce cap. Ensuite, ce sont des petits moments furtifs, je dirais, le bonheur. C'est difficile à qualifier, c'est un moment où, justement, moi j'aime me promener un peu dans la nature. On va trouver une forme de sérénité. Les moments où j'écris, bien sûr. Quand j'écris, je suis dans une forme de méditation, dans une bulle de bonheur. Systématiquement, quels que soient les sujets abordés d'ailleurs. C'est de voir le poème se composer, lui donner corps. Et puis le bonheur, c'est quand quelqu'un d'autre est ému par le poème. Et donc à la fois, vous faites l'union entre le bonheur individuel, celui de vous retrouver toute seule face à une feuille blanche, et le bonheur collectif de partager avec d'autres, y compris dans la création. Donc vous faites le pont entre les deux quelque part. Oui, et j'apprends de plus en plus à apprivoiser un peu la solitude. J'ai toujours été très entourée. Mon mari et moi, nous avons des projets ensemble. Nous sommes assez fusionnels d'ailleurs. Donc ça, ce bonheur, il est au quotidien. Il évolue aussi avec le temps. Il mûrit, il s'enrichit. Et donc ce bonheur est quelque chose qui se construit. Je crois qu'il faut aller le chercher aussi, quelque part. Et la solitude, pour moi, m'a toujours fait peur, mais j'arrive maintenant à avoir des activités en solo, par exemple, alors je rejoins des personnes, par exemple dans Paris, des cercles de poésie, mais mon mari m'accompagnait systématiquement. Puis là, j'ai dit, non, ça c'est un petit peu mon univers, tu as le tien aussi, et je m'affranchis un petit peu de ça, je me sens mieux, plus à l'aise maintenant avec... j'apprivoise la solitude, en fait. Alors vous êtes une femme de mots, M-O-T-S, pas de mots M-E-A-U-X, même si vous habitez pas loin, ni de mots M-A-U-X. J'ai envie de vous demander, c'est quoi le mot de la langue française que vous préférez, ou le mot auquel vous pensez là instantanément alors qu'on est en train de se parler là? Ça va être en rapport avec un sentiment, c'est pas, là encore, je parlais d'originalité tout à l'heure, mais c'est tellement, je pense que beaucoup de personnes répondraient ça, c'est le mot amour, tout simplement. Ouais, c'est le mot qu'on me cite le plus souvent, ouais. Mais expliquez-moi quand même, votre passion pour ce mot amour, il recouvre quoi? Il recouvre quelle réalité? C'est très très large, parce que c'est l'amour des siens tout simplement, mais l'amour qu'on a connu et qu'on essaie d'entretenir, cette flamme aussi dans le couple. Mais c'est aussi l'amour amical. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un amour amical? Je pense. C'est un amour, mais sans sexualité, mais c'est un amour. En latin, si vous avez fait un peu de latin, c'est la même racine. Hein. Ouais. Amour et amitié, c'est la même racine. Ouais. Dans les deux cas, il y a de l'amour, mais il s'exprime différemment. Et puis, mon dernier recueil s'appelle « Les liens qui nous unissent ». C'est l'amour au sens large, même de celui que je ne connais pas, que je vais découvrir. Et on parle d'empathie, mais l'empathie, pour moi, est une forme d'amour aussi, parce que c'est l'intérêt pour l'autre. Et puis, ça va développer justement un lien. On ne sait pas encore lequel. Et moi, je suis vraiment pour la découverte des autres dans ce qu'ils sont, dans leur parcours, dans leur richesse. C'est ce que vous faites, Gérard, vous-même. Mais dans les cercles de poésie que je rejoins, il y a beaucoup de personnes qui sont d'origine étrangère. Et je découvre ces cultures. Et c'est quelque chose... je suis très attachée à l'union entre les peuples. Alors, un poète peut-il faire de la politique? Je crois pas. C'est pas forcément son rôle. Ou alors de la politique
politique au sens très large. Quand je dis dans un poème que les frontières, pour moi, ça n'évoque rien, voilà, on est tous sur une même planète et que ça peut paraître naïf, mais je tiens beaucoup, beaucoup à utiliser cette voix dans mes écrits. Parce que mais en même temps, vous avez des frontières. C'est-à-dire, vous êtes, on l'a dit, vous écrivez en français. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières ou plutôt il y a des frontières mais qu'on peut franchir? Parce que en réalité, la France est une vérité, est une réalité. C'est le mot que je cherchais, est une réalité, comme il y a d'autres réalités, d'autres pays, etc. Alors oui, les frontières, c'est artificiel. Et puis ça peut bouger à travers le temps, à travers l'histoire, etc. Mais en fait, je pense que c'est naïf de dire qu'il n'y a pas de frontières. En revanche, dire qu'il y a des frontières mais qu'on peut les franchir, oui. C'est pas exactement la même chose. C'est tout à fait. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, c'est une invention de l'homme, les frontières. Donc franchissons-les. Regardons ce qui se passe de l'autre côté. J'ai organisé récemment un concert pour l'Ukraine, par exemple, dans le village où j'habite. J'ai fait venir 2 musiciennes ukrainiennes réfugiées. Et elles m'ont pris dans leurs bras à la fin du concert. Enfin, c'est tous ces moments-là. Et puis, dans mes poèmes, un poème, par exemple, qui utilise la métaphore du goéland qui survole les pays et qui, lui, les frontières, il s'en fiche un petit peu. Hein. Donc, oui, essayons virtuellement d'abolir ces frontières dans tout ce que ça peut recouvrir, ce terme. J'ai envie de vous demander, là on est dans une bibliothèque, là, dans un espace culturel à Paris qui s'appelle l'Écuge. J'ai envie de vous demander quel est votre rapport, non pas à la religion, mais à la spiritualité, et votre rapport aussi, parce que c'est souvent corrélé à l'au-delà, à la mort. Est-ce que vous avez un rapport assez sain à ce qui finalement est l'issue de tout le monde, où tout le monde meurt un jour? Et est-ce que vous avez quelque part, est-ce que vous discutez ou vous parlez, est-ce que cette grand-mère par exemple qui vous prenait dans ses bras, elle est toujours de ce monde ou elle est décédée? Elle est décédée? Elle est décédée. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive des fois soit de la retrouver dans vos songes, soit de parler avec elle, etc.? Alors, la mort, en même temps, c'est difficile de dire en tant qu'être humain, de mon point de vue, qu'on l'accepte totalement, même si on sait que c'est inéluctable. Moi, j'ai ma maman qui vieillit, de laquelle je suis très très proche aussi. Mais j'évolue là par rapport à ça parce que au niveau d'une croyance, j'ai longtemps dit, on m'a dit tu feras ta communion, etc. Ça s'imposait, c'était de fait. Vous étiez élevé dans la religion catholique, c'est ça? Religion catholique. D'accord. Et puis plus j'avance, plus je suis dans une forme de doute. Mais je me rends compte que dans les moments où j'ai vraiment besoin de me raccrocher à cette religion, elle revient, quoi. Et que si je visite une église, je ne le fais pas uniquement parce que c'est un monument historique, mais aussi parce que quelque part je suis pénétrée par cette religion et je ne ressors pas sans faire une prière. Donc, mais je suis dans une espèce d'entre-deux aujourd'hui, hein, et j'aimerais que cette religion revienne plus dans ma vie parce que je pense que c'est quelque chose qui aide énormément. Et j'ai un poème qui s'appelle Kyrie eleison. C'est un homme assis au fond d'une église qui observe les croyants et qui dit « Je les envie, j'aurais aimé être croyant ». C'est le poème préféré de mon époux. Et, je suis sûre qu'il a bon goût. Je pense que c'est une force, vraiment, de croire. Et il faut que là, je travaille là-dessus pour essayer de comprendre où je me situe aujourd'hui. Mais cette flamme, elle est toujours là quand même. D'accord. Donc il y a une croyance, mais qui n'est pas dénuée de doute. Et c'était ma question. Vous avez fait une magnifique liaison avec la question suivante, qui était est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si vous doutez, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Là, vous me parliez du doute par rapport à l'existence de Dieu, etc. Mais enfin, j'imagine que c'était ça. Mais là, je vous demande plus, est-ce que vous avez tendance à douter de vous? C'est-à-dire vous avez besoin sans arrêt d'être réassuré, sans arrêt. En tout cas, régulièrement d'être réassuré sur vos compétences, sur votre création, même dans le cadre professionnel. Et est-ce que vous avez des doutes aussi sur les gens qui viennent face à vous, sur l'authenticité des gens, sur éventuellement leur fidélité, sur leur capacité ou non à vous trahir? Enfin voilà. Est-ce que le doute fait partie de votre existence? Alors le doute, je pense qu'il est là, il faudrait analyser cela, mais à partir du moment où on se présente dans des concours de poésie, où finalement on se demande si on va être applaudi à la fin d'un spectacle, où on recherche la vie, même sur les réseaux, hein, parce qu'aujourd'hui, si on veut se faire connaître, il faut aussi passer par les réseaux, et on voit des likes, etc., et on se dit « Ah, ça plaît, oui, j'ai besoin quand même de ça pour aller vérifier quelque part que mon travail, les autres l'ont reçu, mais j'aimerais que ce soit reçu comme un cadeau. Je ne peux pas imaginer écrire de la poésie chez moi et laisser ça sur un coin de mon bureau. Faut vraiment, et si les autres en retour me disent « On a aimé, ça nous a fait du bien »,
Donc oui, c'est une forme de vérification finalement, donc le doute est là quelque part. Et chez les autres, j'ai toujours un a priori positif. Donc parfois je serai déçue, mais je n'ai pas de doute quand je rencontre quelqu'un sur son authenticité. Le postulat de départ, c'est ça, l'authenticité. Et non, je n'ai pas souvent des doutes. Le doute peut se forger dans une relation à un moment donné, oui, mais pas à brûle pour point. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence ? Alors, je suis quelqu'un de très organisé. J'ai un agenda, je le regarde plusieurs fois par jour, etc. Et je trouve ça touchant et drôle. Les gens qui font tout au dernier moment, qui sont dans la précipitation, qui ratent leur train, finalement, ça donne des situations un peu cocasses. Et je les plains un petit peu parce qu'ils ont beaucoup de déboires par rapport à ça. J'en ai dans mon entourage. Et on a beau leur dire, mais non, mais ton billet de train, prends-le. Bah, après, c'est complet. Bah oui, bah, voilà. Et ça, j'ai beaucoup de tendresse finalement pour les gens qui vivent ce genre de choses. Alors, sauf des fois quand je les attends un peu longtemps à un rendez-vous. Oui, ça peut vous énerver. Sans trahir un secret, vous êtes arrivé un peu en avance à notre rendez-vous ce matin. Et finalement, c'est aussi mon cas. Moi, j'ai tendance d'abord à être comme vous, à gérer à la minute près mon agenda et à être en avance. Et je pense que moi aussi, oui, ça m'émeut de voir des gens qui sont, entre guillemets, bordéliques, mal organisés. Mais ça peut aussi être très pénible, je suis d'accord. Ça peut être très pénible. Alors on peut sommairement séparer la population entre les optimistes et les pessimistes. Je dis sommairement parce que suivant les situations de la vie, on peut être plus ou moins optimiste ou plus ou moins pessimiste. Et donc moi je comprends avec tout ce que vous m'avez dit que vous rangez plutôt dans le clan des optimistes. Mais qu'est-ce qui vous rendrait optimiste en fait pour l'avenir ? Parce que on voit qu'en ce moment la période est très dure, que la France en plus, et je le dis à chaque épisode, est un pays extrêmement pessimiste, un des pays les plus pessimistes du monde. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui est pessimiste pour lui donner des raisons d'être comme vous ? C'est difficile parce qu'on l'est ou on l'est pas naturellement. Donc aller convaincre quelqu'un de pessimiste de devenir optimiste, bon, il va falloir vraiment argumenter. C'est vrai que moi je vois toujours le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. En ce moment, on est dans un contexte qui fait énormément réfléchir parce que je vais reparler de ma grand-mère, mais bon, elle a quand même apporté un certain nombre de témoignages de ce qu'elle a vécu pendant la guerre. Sans trop d'ailleurs, je trouve qu'elle aurait pu m'en dire beaucoup plus parce qu'elle a dû vivre des choses effroyables et en fait elle m'en a épargné, je pense aussi ça. Alors, bien, on se dit que comment peut-on participer à réinjecter de l'optimisme finalement dans un monde qui va mal, dans un monde anxiogène actuellement. C'est vrai qu'on ressent cette chape de plomb quand même. C'est peut-être en écrivant justement de la poésie, ça peut être quelque chose de très symbolique, mais en distillant des poèmes qui vont... J'allais vous le dire, il y a un très grand poète, un poète français qui a eu des fonctions officielles au sein du ministère de la Culture, etc., qui a écrit un livre qui s'appelle « La poésie sauvera le monde ». C'est un peu votre avis ? Alors c'est Michel Hazanavicius. Pas lui en l'occurrence, mais... Non, mais je voulais parler de lui aussi. D'accord, ouais. Qui récemment disait qu'il s'était rendu en Ukraine, quasiment sur le front, et que les soldats ne peuvent lire que des poèmes, parce qu'ils n'ont pas le temps de lire un roman, bien évidemment, et que le poème est salvateur, leur permet de s'extraire par l'esprit, temporairement, de ce contexte terrible dans lequel ils sont, et de les rassurer, de leur apporter quelques petits instants, furtifs là encore, mais de rêve. Et ça, je me suis dit que le poème avait une puissance incroyable par rapport à ça. Donc ça me donne encore plus envie d'écrire. Je crois qu'il y a un exemple, alors je voudrais pas me tromper, mais je crois que dans Si c'est un homme de Primo Levi, quand il parle de son expérience de la Shoah à Auschwitz, donc je rappelle Primo Levi qui a été à Auschwitz et qui s'est suicidé dans les années 60 parce qu'il n'a pas supporté l'après en fait. Et il décrivait dans le livre, alors je crois que c'est lui, mais à moins que ça soit Elie Wiesel, enfin, un Hongrois je crois, qui connaissait par cœur des dizaines de poèmes et qui les lisait dans sa tête et qui de temps en temps les disait à haute voix et c'est ça qui l'a aidé à tenir.
dans l'enfer concentrationnaire nazi. Donc ça renvoie à ce que vous venez de dire sur Hazanavicius et son voyage en Ukraine. Hazanavicius qui d'ailleurs, et c'est très poétique parce que la poésie on peut la trouver dans plein de choses, a fait un film incroyable à partir du livre de Jean-Claude Grimbert, La plus précieuse des marchandises. Malheureusement pas couronné au César et qui a probablement fait une carrière assez courte au cinéma. Mais le livre en tout cas de Jean-Claude Grimbert est toujours disponible et là pour le coup il est poétique mais il se présente sous la forme d'un conte. On dirait un conte pour enfants mais en réalité ça n'en est pas un, c'est un conte pour grands enfants en fait. J'aimerais vous poser une question, c'est quand vous écrivez, est-ce que vous avez toujours une méthode, que ce soit des chansons ou des poèmes, vous avez toujours la même façon de travailler ou par exemple vous pouvez changer de lieu, vous pouvez écrire dans le train, vous pouvez écrire dans un parc, vous pouvez écrire, voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que moi j'ai quelques, on va dire, tics ou tocs par rapport à ça et j'aimerais bien savoir comment vous travaillez. Alors je peux écrire à partir du moment où il y a quand même du silence. Certains écrivains, auteurs écrivent avec la musique par exemple. Moi j'ai vraiment besoin de ce silence pour être dans une forme de méditation. Ça peut être dans la nature, ça peut être chez moi. Alors j'ai un bureau qui est tourné vers mon jardin avec des grandes baies vitrées, les oiseaux, le paysage c'est jamais le même tableau. Donc. Et puis donc ça l'endroit peu importe mais la quiétude on va dire. Et généralement j'écris plutôt le soir parce que c'est vrai que mes journées sont souvent encore remplies dans la mesure où je travaille encore un petit peu sur mes coachings, etc. Donc le soir plutôt, mais justement, cette atmosphère nocturne me plaît beaucoup. Sinon, je travaille avec ma sœur Muriel Pic, qui est photographe. Alors, soit je vais lui proposer un poème pour qu'elle crée la photographie qui va avec le poème, soit je vais choisir une de ses photographies. Ce sont des gens, elle photographie les humains, voilà, dans des circonstances diverses et variées. Et souvent, une de ses photos va m'inspirer un poème. Donc, on croise comme ça nos regards, photographie et poème, ce qui fait que mes recueils sont illustrés par ma sœur Muriel Pic. Sinon, le processus de création, c'est un peu comme un peintre qui crée sa toile, c'est-à-dire que je vais déjà jeter sur le papier des mots qui me traversent l'esprit par rapport à la thématique que je veux aborder. Je vais créer quelques vers et puis j'y reviens le lendemain. Parfois le poème va se créer assez vite, parfois ce sera plus long. J'ai beaucoup travaillé sur la prosodie classique parce que en poésie, lorsque vous rejoignez vos contemporains dans des cercles, je dirais, qui ont un peu pignon sur rue, la Société des poètes artistes de France, vous allez croiser des personnes qui sont très puristes et qui vont vous dire vos poèmes sont bien jolis, mais finalement, savez-vous écrire un sonnet? Alors, une des premières fois où une personne m'a dit ça, j'ai dit qu'à cela ne tienne, je reviendrai l'année prochaine avec un sonnet parce que j'adore les défis. Et là, quand on veut écrire, il faut vérifier quand même qu'un certain nombre de règles sont respectées, les alexandrins, la césure à l'hémistiche, la rime riche, etc. Ça m'a demandé quand même beaucoup de travail, mais j'ai adoré aussi parce que quand on écrit un poème classique, il y a une résonance, il y a un rythme. Ce sont des styles qui ont fait leurs preuves et qui donnent une forme de magistralité au poème. Mais c'était aussi pour revenir vers cette personne, pour lui dire maintenant que je sais écrire un sonnet, j'ai envie d'écrire aussi en prose, en vers libre, et d'être totalement détaché de toute cette technique, parce que ce qui compte, c'est que le poème, au bout du compte, puisse émouvoir, et que la technique doit s'effacer. Alors vous allez nous offrir dans quelques minutes un ou deux textes, un ou deux poèmes que vous avez écrits pour nos auditeurs. Mais pour conclure, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines et les prochains mois? Eh bien, d'aller compter mes poèmes, les déclamer, les chanter, partout où on voudra bien de moi. Continuer à écrire et à créer donc des poèmes qui réjouiront les gens, qui leur apporteront du bonheur. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Je précise que j'étais face à quelqu'un, vous le verrez dans la photo qui accompagne le podcast, quelqu'un d'extrêmement souriant et solaire. Et donc merci pour ça Magali, merci pour vos réponses. Et donc on se retrouve dans quelques secondes pour un ou deux de vos... un texte. Alors un ou deux, je voulais juste préciser que je vous remercie infiniment parce que pour votre bienveillance, la chaleur dans ce lieu magnifique. Et je voulais dire aussi que je suis déléguée régionale Île-de-France maintenant de la Société des poètes artistes de France. Et avec joie, j'ai accepté cette mission pour justement accompagner d'autres poètes aussi dans leur travail. Et pour la petite anecdote, on enregistre le jour du démarrage du Printemps des poètes. Et rien que pour ça, je suis content de vous avoir... Enfin,
pas que pour ça, parce que vous êtes encore une fois, je l'ai dit, une très belle personnalité, une très belle personne, mais c'est heureux qu'on enregistre aujourd'hui, alors que le Printemps des Poètes démarre. Et je serai sur scène en Bourgogne du Sud pour le Printemps des Poètes la semaine prochaine. Eh ben, magnifique. Merci Magali. Merci à vous Gérard. Alors Magali, vous avez tenu la promesse, vous allez nous lire 2 de vos textes magnifiques. Alors j'avais même pas noté, mais je l'ai noté en arrêtant mon magnétophone, si on peut dire. On n'utilise plus ce terme-là, mais bon. Mon enregistreur, j'ai noté que vous vous appeliez Breton comme un grand poète qui s'appelait André Breton, et vous m'avez dit, mon père s'appelle André. Bon, évidemment, c'est un homonyme, vous n'êtes pas la fille d'André Breton, ou alors Pas le même. Pas le même. Et donc, allons-y. Commençons par le premier poème, donc qui s'appelle comment ? D'où vient cette musique ? Et d'où vient cette musique ? Donc c'est un des poèmes que vous m'avez fait découvrir dans cette scène ouverte il y a pas longtemps, et on vous écoute. Le poème est mis en musique par Patrick Carmier quand je l'interprète sur scène. D'où vient cette musique ? D'où vient cette musique ? Il s'agit d'un piano, un air mélancolique au fascinant tempo, une douce mélodie rompant ma solitude et cette nostalgie emplie d'ingratitude. Je plaque mon oreille contre ce mur tout blanc, j'attends comme la veille et les soirs précédents. Les notes en cadence traversent la cloison, me jouant la romance qui évoque ton nom. Ces taux d'enchanteresse m'élèvent jusqu'aux cieux, emportant ma tristesse, ainsi que tes adieux. Je me blottis alors dans sa chaleur extrême. Ta voix dans cet accord revient me dire « Je t'aime ». Bravo. Alors maintenant on va écouter le deuxième poème qui s'appelle comment ? À Venise, je t'attendrai. J'adore l'Italie. Allons-y. Sais-tu que l'éternel amour souffre parfois de quelque ombrage ? Si jamais il nous faut un jour remettre nos cœurs à l'ouvrage, aussitôt, sans même un bagage, le tout premier train je prendrai, en te laissant ce doux message. À Venise, je t'attendrai. Dans la cité aux 1000 atours m'apparaîtra page après page notre belle histoire à rebours, jusqu'à ton baiser sous l'orage. Pour marcher dans notre sillage, sur chaque instant je reviendrai. Ce sera mon pèlerinage. À Venise, je t'attendrai. S'éveilleront sur mon parcours la lumière en ton doux visage, la chambre aux rideaux de velours, nos corps serrés dans le tangage, de Burano le paysage, mon émoi pour le Tintoret et le tien pour le Caravage. À Venise, je t'attendrai, tel un miraculeux présage, ta voix dans le vent j'entendrai. Tu seras là, comme un mirage. À Venise, je t'attendrai. Bravo, très beau. Alors on a entendu une cloche à un moment donné, on n'était pas place Saint-Marc, mais on y était presque. Oui, ambiance vénitienne. Voilà, parce qu'il y avait l'église juste à côté de l'Écuge. Et pour finir, je voudrais juste envoyer une petite dédicace à laquelle je pense vous vous joindrez, à Geneviève Guevara, qui nous a permis de nous rencontrer effectivement, puisqu'elle organise régulièrement à Paris une scène ouverte qui s'appelle Paris Poésie, dans un café différent à chaque fois. Enfin, en l'occurrence, maintenant, elle a essayé de s'installer un petit peu dans un café permanent. Mais voilà, c'est elle qui permet qu'il y ait des rencontres comme celle-là. Et je voulais la remercier parce que je serais passé à côté de quelqu'un comme vous et ça aurait été dommage. Je me joins à ce remerciement. Geneviève Guevara est une poétesse contemporaine, incroyable. Belge, qui nous réunit effectivement. Et j'adore ce qu'elle écrit. Et puis elle suscite des magnifiques rencontres comme la nôtre. Merci Gérard. Merci Magali.